Je pense que peu de gens contesteraient que James Cameron est aujourd'hui le réalisateur numéro 1 du cinéma vraiment spectaculaire et à succès. Peut-être qu'il n'est pas le meilleur conteur, comme Quentin Tarantino, et pas l'architecte de scénario le plus intellectuel, comme Christopher Nolan. Mais il est, sans aucune exagération, un homme qui a toujours su créer un véritable spectacle. C'est quelqu'un qui a révolutionné à plusieurs reprises la production cinématographique, repoussé les limites du possible et obligé l'industrie à le rattraper. Tout le cinéma grand public moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses qualités indéniables et, je le souligne, ses défauts évidents, est devenu ce qu'il est en grande partie grâce à James Cameron. C'est un homme qui a révolutionné le cinéma à plusieurs reprises. En 1989, il a réalisé le film Abyss, qui a marqué une avancée majeure dans les prises de vue sous-marines et a présenté la première animation CGI photoréaliste. En 1991, Terminator 2, le jugement dernier a montré au monde les possibilités de la CGI. Sous-titres par Dima Torzok. Le robot en métal liquide T-1000 fut le premier personnage entièrement créé par ordinateur à interagir avec des acteurs réels de manière aussi réaliste. Ensuite, il y a eu Titanic, une reconstitution incroyablement ambitieuse de la catastrophe, mélange d'effets pratiques et de CGI. Et enfin, Avatar en 2009 a porté les technologies de capture de mouvement et de performance à un niveau tel que le monde virtuel numérique a commencé à sembler réel. Le suivant, Avatar, La Voix de l'eau, est sorti après 13 longues années, puis 3 ans plus tard, la troisième partie, Le feu et la cendre. Les visuels et le niveau de détail du monde dans ces films restaient à un niveau incroyablement élevé. Mais beaucoup de spectateurs ont eu l'impression qu'on leur montrait le même film. Et étant donné qu'Avatar 4 et Avatar 5 sont déjà prévus, certains ont commencé à avoir l'impression que James Cameron avait décidé de faire son propre Fast and Furious. Le plus important, c'est la famille. Dans cette vidéo, je vais analyser ce qui a exactement changé dans Avatar depuis la sortie du premier film. Pourquoi Le feu et la cendre est-il devenu le film principal de l'année pour certains, alors que pour d'autres, ce n'était qu'une nouvelle portion de chewing-gum en images de synthèse? Et quel est le principal problème de toute la saga Avatar? Avant de parler des problèmes, si ce mot peut vraiment s'appliquer à l'un des films les plus rentables des années 20 du XXIe siècle, il convient de mentionner les points forts évidents du film. Si l'on se rappelle les recettes une nouvelle fois exceptionnellement élevées d'Avatar, le feu et la cendre et les nombreux avis positifs, il devient évident qu'Avatar continue de captiver l'imagination des spectateurs. C'est pourquoi, avant de passer à la critique, voyons ce qui a plu à des millions de personnes dans ce film. En quoi la révolution du premier Avatar a-t-elle consisté et pourquoi son impact a-t-il été si marquant pour les spectateurs et l'industrie du cinéma? Commençons par la technique. Comme je l'ai déjà dit, James Cameron a toujours travaillé en tant que visionnaire, et dans une large mesure, cet effet reposait sur la technologie. Il prenait des innovations, les développait, les rendait opérationnelles et montrait comment elles pouvaient être utilisées à l'écran. Dans chacune de ses nouvelles œuvres, il testait des idées, accumulait des solutions techniques et les utilisait comme base pour ses projets suivants. Alors que d'autres essayaient de reproduire ce qu'ils avaient d'avant déjà vu et de suivre la tendance, Cameron arrivait avec un nouveau travail et se retrouvait à nouveau une longueur d'avance. Un bon exemple est son film Abyss de 1989. Les expériences avec les images de synthèse et les formes liquides dans ce film ont directement influencé la création de T-1000 dans Terminator 2. En fait, Abyss est devenu un terrain d'essai technologique où ont été testées des technologies qui, quelques années plus tard, ont eu l'effet d'une bombe. La même logique se poursuit. Beaucoup de choix visuels de Pandora, surtout dans Avatar, La Voix de l'eau sont issus de l'expérience acquise lors du tournage de Titanic et, encore une fois, d'Abyss. Le travail avec l'eau, la physique de l'environnement, la sensation de volume et de présence. En ce sens, Avatar est devenu l'apogée où tout le parcours technologique de Cameron s'est réuni, un film dans lequel il a utilisé pratiquement tout ce qu'il avait accumulé au fil des années. Mais même ici, il ne s'est pas arrêté. Avec Avatar, un nouvel ensemble de technologies est arrivé au cinéma, établissant à nouveau la norme pour toute l'industrie. Pour Avatar, Cameron a rassemblé et perfectionné tout un ensemble de technologies qui existaient auparavant séparément.
Il s'agit avant tout de la combinaison du motion capture et du performance capture. Le motion capture consiste à enregistrer les mouvements du corps de l'acteur, sa démarche, ses gestes, sa gestuelle. Le performance capture va plus loin, elle capture les mimiques du visage, les micro-mouvements, le regard et les réactions. Dans Avatar, Cameron a fusionné ses approches en un système de nouvelle génération qui permettait d'enregistrer le jeu des acteurs dans son intégralité, en temps réel, directement sur le plateau de tournage, sans avoir à ajouter les émotions plus tard à l'ordinateur. En conséquence, les acteurs ont cessé d'être simplement des sources de mouvement pour les personnages numériques. Leurs jeux, leurs intonations, leurs poses, l'expression de leurs yeux sont devenus la base de personnages vivants et convaincants. Parallèlement, Cameron a mis au point un nouveau système de prise de vue stéréoscopique 3D avant. La 3D au cinéma servait surtout d'attraction. Quelque chose surgissait dans la salle, planait au-dessus du spectateur. Dans Avatar, ce format est devenu un outil d'immersion. Profondeur, espace et échelle se sont intégrés à la dramaturgie, au-delà d'un simple effet de style. Tout cela a permis de créer Pandora comme une biosphère numérique complète avec sa propre logique, sa physique, sa flore, sa faune et une sensation de monde cohérent. Le CGI ici n'était pas utilisé pour des scènes séparées ou des effets spéciaux, mais devenait le principal environnement narratif dans lequel tout le film existait. Ce sont précisément ces innovations qui ont permis de réaliser quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. Mais si tout cela est vraiment aussi impressionnant, une question logique se pose. Où est donc le problème ? Le fait est qu'une telle approche présente un inconvénient évident. Et c'est précisément de cela qu'il sera question par la suite. Alors, quel est le problème d'Avatar ? Le premier Avatar, qui a été une véritable révolution, est sorti en 2009 et sa suite n'est sortie que 13 ans plus tard. Est-ce que quelque chose a radicalement changé sur le plan technique dans le deuxième volet par rapport au premier ? Honnêtement, pas vraiment, du moins pour le spectateur. Fondamentalement, c'est toujours le même modèle posé dans le premier film. Mais le monde, lui, n'est certainement pas resté immobile pendant ces 13 années. Ces années ont permis aux spectateurs de découvrir l'univers de Dune, de Denis Villeneuve et la planète des singes. Suprématie, utilisant la capture de mouvement comme Avatar. 4 volets de Transformers sont sortis, habituant le public à des scènes d'action numérique à grande échelle, puis Marvel a poussé le spectacle de CGI de masse à son paroxysme. D'abord, l'épique bataille des Avengers, Infinity War, suivie par la bataille finale grandiose des Avengers, Endgame. Et, peut-être pour la première fois de sa carrière, Cameron, en sortant Avatar, La Voix de l'eau en 2022, ne s'est pas retrouvé dans le rôle du visionnaire ouvrant de nouveaux horizons pour le cinéma, mais plutôt dans celui de suiveur, même s'il a connu un succès financier incroyable. De plus, pendant que Cameron s'occupait de l'eau et de ses petits bonshommes bleus, une autre révolution a eu lieu. L'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux permettent désormais de créer des vidéos photoréalistes pour quelques euros. Et plus les effets numériques devenaient accessibles, moins ils impressionnaient. À un moment donné, les gens se sont lassés de l'image stérile et ont perçu de la fausseté même dans les films techniquement parfaits. Cela a entraîné une tendance forte au réalisme et à l'authenticité, poussant de nombreux réalisateurs à délaisser volontairement les effets spéciaux numériques. En 2023, Oppenheimer de Christopher Nolan est sorti avec presque aucun effet numérique. Même l'explosion nucléaire elle-même a été recréée sans effet numérique. Le film était devenu le biopic le plus réussi de l'histoire et a remporté 7 Oscars. Pendant tout ce temps, James Cameron et son Avatar allaient dans la direction opposée. De plus, à partir du deuxième film, des changements sont apparus tant dans l'intrigue que dans le concept. Par exemple, rappelons-nous pourquoi le film s'appelle Avatar. Parce qu'un humain ordinaire venu de la Terre transfère sa conscience dans le corps d'un humanoïde extraterrestre à l'aide d'un dispositif spécial et le contrôle comme un avatar. Mais déjà à la fin du premier film, notre héros principal, Jake Sully, transfère définitivement sa conscience dans le corps de son avatar et renaît tout simplement. Il n'est plus un avatar, mais un véritable habitant de Pandora. Le concept lui-même glisse progressivement de la science-fiction vers une attraction animée. Dans la troisième partie, Flammes et Cendres, je me suis surpris à avoir l'impression que, dans certaines scènes, je ne regardais pas un film, mais une cinématique de jeu vidéo très coûteuse. Tout l'effet du premier Avatar reposait sur la sensation du premier contact.
Avec Jake Sully, tu arrivais sur une planète inconnue et tu découvrais la fantastique Pandore dans toute sa splendeur. Le mot-clé ici, c'était pour la première fois, mais on ne peut pas voir Pandore pour la première fois une seconde fois. Quand tu vois Pandore pour la deuxième ou la troisième fois, l'effet n'est plus le même. L'émerveillement disparaît et l'attention se porte inévitablement sur ce qui était auparavant secondaire, l'intrigue et le personnage. Et là, un autre problème apparaît qui en fait découle du premier. Voyons voir de quoi parle vraiment toute cette histoire. Je pense que tout le monde comprend que la base du scénario d'Avatar, c'est l'histoire de la colonisation des États-Unis au XIXe siècle et des relations avec les peuples autochtones. Vous avez probablement déjà vu et entendu tout cela, mais rappelons brièvement le contexte. Au XIXe siècle, les États-Unis sont un jeune pays en plein essor, occupant principalement la partie orientale du continent. Officiellement, l'État a des frontières, mais en pratique, elles sont assez arbitraires et évoluent constamment. Tout ce qui se trouve plus à l'ouest appartient soit à d'autres pays, soit est considéré comme une sorte de territoire sans maître. Mais il y a un problème. Ces terres sont habitées depuis des siècles par des peuples autochtones qui considèrent ce territoire comme le leur. Mais les colons venus d'Europe et des États de l'Est ne sont pas d'accord avec cela. La terre doit être divisée, aménagée, construite, labourée et surtout, il faut en tirer profit. La situation s'aggrave brusquement lorsque de l'or est découvert sur ces terres et que la ruée vers l'or commence. Les populations autochtones deviennent un obstacle à ce mouvement simplement par leur existence. Les Indiens sont repoussés, on signe avec eux des accords qui sont immédiatement violés. Les conflits armés commencent, l'armée réprime la résistance, les tribus sont parquées dans des réserves, on extermine les bisons pour priver les tribus de leur source de nourriture. James Cameron reprend cette histoire bien connue de tous et la transpose simplement dans l'espace. Les Na'vi sont ici l'analogue direct des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Les humains arrivent sur Pandora en tant que colons. La planète n'est pas considérée comme la maison de quelqu'un, mais comme un territoire à conquérir, à diviser et à exploiter. La supériorité technologique donne un sentiment de droit, sinon moral, du moins par la force. Le film a même son propre équivalent de l'or. L'anobtanium est un minéral rare et extrêmement précieux dont des gisements ont été découverts sur Pandora. L'anobtanium. Cette petite pierre grise vaut 20 millions le kilo. Voilà la raison. Mais le plus intéressant, c'est que Avatar présente des parallèles non seulement avec l'histoire réelle des États-Unis, mais aussi avec des films bien précis. L'idée principale et la dramaturgie rappellent donc fortement Danse avec les loups. Le film de Kevin Costner sorti en 1990, qui a été un grand événement à son époque, a remporté 7 Oscars et a largement changé la façon dont Hollywood abordait l'histoire des peuples autochtones. C'est l'histoire de l'officier de l'armée américaine John Dunbar qui, après avoir été blessé, est envoyé servir dans un fort isolé à la frontière des territoires colonisés. Se retrouvant loin de la civilisation, il se rapproche progressivement de la tribu Sioux, commence à comprendre leur mode de vie et tombe amoureux d'une femme de ce peuple. Et finalement, il se retrouve face à un choix, rester une partie du système qui détruit ces gens ou prendre leur parti. Il y a des similitudes avec Avatar jusque dans de nombreux détails. Dans les deux films, le personnage principal est un militaire envoyé à la périphérie du monde, avec des blessures similaires. John Dunbar souffre d'une blessure à la jambe et risque l'amputation au début du film, tandis que dans Avatar, Jake Sully a totalement perdu l'usage de ses jambes. Dans les deux films, le héros tient un journal qui sert d'abord de rapport, puis devient une confession personnelle. Il y a une histoire d'amour avec une représentante du peuple autochtone, et il y a un choix final, rompre avec sa propre civilisation pour défendre le nouveau monde. James Cameron lui-même n'a jamais caché qu'il s'était inspiré de ce film. Dans une interview, il l'a même qualifié de « danse avec les loups dans l'espace ». Mais reprocher à Cameron d'avoir emprunté cette idée est assez étrange. Parce que cette histoire est aussi vieille que le monde. Le héros européen sauve le peuple autochtone, et en même temps, il sauve aussi sa propre âme. Les colons incarnent toujours une machine militaire ou corporative sans âme, tandis que les indigènes représentent la spiritualité naturelle. L'ironie, c'est que lorsque Danse avec les loups est sorti en 1990, on lui a reproché de trop ressembler à un autre film, sorti en 1970, Little Big Man avec Dustin Hoffman. Un récit satirique de la conquête de l'Ouest raconté du point de vue d'un homme blanc ayant grandi parmi la tribu des Cheyennes. C'est l'une des intrigues les plus anciennes qui soit.
Un homme issu de la civilisation se retrouve dans un monde étranger, adopte progressivement ses valeurs et finit par devoir choisir son camp. Nous avons vu cette histoire de nombreuses fois, dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, dans le dessin animé Pocahontas. Si on le souhaite, on peut même retrouver des motifs similaires dans l'histoire de Mowgli. C'est précisément pour cela que Cameron choisit cette histoire. Elle est intuitivement compréhensible pour n'importe quel spectateur, du collégien au vieillard. Mais si tout fonctionne si bien, une question logique se pose. Pourquoi malgré cela, beaucoup de gens, même si ce n'est qu'au niveau des sensations, finissent par ressentir une impression de fausseté et un rejet intérieur ? Et pour comprendre d'où vient ce sentiment, il vaut la peine d'analyser ce qui ne va pas exactement dans cette histoire. L'un des motifs centraux d'Avatar est l'idée d'un peuple vivant en parfait équilibre avec la nature, qui ne prend de la terre que ce dont il a besoin, sans perturber l'écosystème. Cette image est devenue une sorte de cliché presque partout où les Indiens apparaissent au cinéma. Ils traînent derrière eux le stéréotype d'enfant de la forêt spirituelle, vivant en harmonie avec la nature, d'un ancien sage ou d'un guerrier noble qui vit correctement, contrairement à la civilisation corrompue. Dans Avatar, les Na'vi sont les héritiers directs de cette image. Le peuple bleu de la jungle représente en fait un portrait exagérément idéalisé des Indiens. La langue des Na'vi est basée sur les langues navajo. Leurs vêtements et leur mode de vie rappellent différentes tribus, jusqu'aux plumes et aux ornements. James Cameron s'appuie consciemment sur cette évolution de l'image, empruntant au folklore américain la figure du bon sauvage et l'élevant à une échelle extraterrestre. Mais ce portrait pose tout de même plusieurs problèmes. Cette image n'a pas toujours existé au cinéma. Elle n'a commencé à émerger que dans les années 50 et n'a vraiment pris forme qu'au cours des années 60 du siècle dernier. Dans les premiers westerns de la première moitié du XXe siècle, les Indiens étaient généralement représentés comme des sauvages cruels, une menace que le héros cow-boy devait surmonter. Un exemple classique est La chevauchée fantastique de John Ford, sorti en 1939, où les Apaches attaquants incarnent un danger anonyme sur la route des Blancs civilisés. Les westerns des années 30 et 40 ont largement diffusé l'archétype de l'Indien sauvage, souvent incarné par des acteurs blancs grimés, ce qu'on appelle le red face, tandis qu'en face on trouvait les shérifs et les colons nobles. Dès les années 50, la situation a commencé à évoluer. Un tournant a été le film Flèche brisée, qui pour la première fois à Hollywood après-guerre, montrait les Indiens avec empathie et humanité. Ils n'y sont plus dépeints comme des barbares, mais comme des personnes raisonnables avec leur vérité. Le succès de ces films a ouvert la voie à de nouvelles représentations. À partir des années 60, l'image de l'Indien noble s'est enracinée à Hollywood. Si vous avez vu les vidéos de cette chaîne sur « Il était une fois à Hollywood » de Quentin Tarantino, vous comprenez pourquoi cette image s'est formée à cette époque. La guerre du Vietnam, le mouvement hippie, la réinterprétation de sa propre histoire et, par conséquent, le mouvement pour les droits des peuples autochtones. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la, le lien sera en description. Il était une fois à Hollywood parle justement du changement de paradigme à Hollywood. Le western classique des années 30 à 50 présentait le monde de façon très simple. Il y a un héros noble, il y a le mal, il y a les Indiens sauvages qu'il faut vaincre. Le progrès est un bien. La loi et la civilisation sont inévitables. Avec le temps, ce modèle a commencé à se fissurer. D'abord, il y a eu ce fameux western spaghetti. Sergio Leone et ses disciples ont sorti le western de la zone de l'épopée héroïque et l'ont transformé en une histoire sale et cynique de violence et de cupidité. Sous l'influence de ces changements apparaît ce qu'on appelle le western révisionniste. Si le western spaghetti montrait que le western pouvait être sombre, violent et dépourvu d'héroïsme, le western révisionniste a commencé à poser des questions. Qui est le héros, qui est le méchant dans cette histoire ? Qu'est-ce que le progrès et qui a payé le prix de la conquête de l'Ouest ? C'était une sorte de sentiment de culpabilité qui s'est manifesté chez le peuple américain. Les westerns de la vague révisionniste montraient les Indiens comme des victimes d'une harmonie perdue, et non comme des ennemis. Le point culminant de cette tendance, ce sont ces fameux « Danse avec les loups » de 1990 où la tribu Lakota est présentée comme noble et amicale, tandis que les soldats américains sont dépeints comme des agresseurs cruels. En 40 ans, l'image de l'Amérindien au cinéma est passée de la diabolisation à l'idéalisation. Dans ce contexte, Avatar est un western révisionniste classique sous un emballage de science-fiction. Mais voilà le problème.
L'image de l'Indien bienveillant est un mythe et une simplification tout aussi grande que l'ancienne image du sauvage et du barbare. Simplement, à différentes époques, la société américaine avait besoin d'explications différentes. D'abord, il y avait le mythe qui justifiait la conquête et la violence, puis plus tard, un mythe inverse qui poursuivait des objectifs d'expiation spirituelle et de réinterprétation de sa propre histoire. Mais qui étaient vraiment les Indiens ? Les véritables tribus autochtones d'Amérique n'étaient pas des elfes bienveillants. Elles agissaient activement sur leur environnement, modifiant parfois le paysage et influençant la faune. De nombreux peuples indiens brûlèrent régulièrement forêts et prairies pour des raisons économiques. Dans l'est de l'Amérique du Nord, ces incendies permettaient à de petites communautés d'influencer la végétation plus que le climat. Les Indiens influençaient activement la nature. Ils ne vivaient pas simplement en harmonie avec la forêt. Pour eux, le feu était un outil de gestion, servant à défricher des terres pour les pâturages de bisons, faciliter la chasse, stimuler la croissance des buissons à baies, et bien d'autres choses encore. Les Indiens influençaient aussi le monde animal. On peut citer l'exemple de la chasse en battue. Certaines tribus pratiquaient la chasse au bison en rabattant les troupeaux. Quand le troupeau était simplement poussé vers une falaise, des dizaines de carcasses restaient sur place. La tribu ne pouvait tout consommer d'un coup. Une partie de la viande était conservée, une autre se perdait. Les archéologues trouvent des sites où reposent des milliers d'ossements de bisons précipités, là depuis des siècles. Il existe une théorie selon laquelle les chasseurs préhistoriques, en peuplant l'Amérique, ont joué un rôle dans l'extinction massive de la mégafaune. Mastodontes, tigres à dents de sabre, paresseux géants et d'autres espèces. De nombreux scientifiques estiment que la chasse pratiquée par l'homme a largement contribué à la disparition d'environ 72% des grands animaux en Amérique du Nord. Autrement dit, bien avant la création des réserves et la colonisation, les peuples autochtones eux-mêmes ont pu modifier de manière significative l'écosystème du continent. Ce n'est évidemment pas une destruction écologique délibérée, mais plutôt un effet secondaire de la survie. Cependant, le fait demeure. Les humains ont toujours eu un impact sur la nature du continent. Les Mayas d'Amérique centrale, à une certaine époque, ont tellement défriché les forêts autour de leur ville pour en faire des champs qu'ils ont probablement aggravé la crise écologique. Au cinéma, les Indiens étaient ceux à qui l'on essayait constamment d'attribuer une image stéréotypée, compréhensible pour le grand public. Mais qui étaient vraiment les Indiens ? Des êtres humains, différents. Différentes tribus, certaines pratiquèrent des coutumes sauvages, modifièrent le paysage et exterminaient champs des animaux. L'idée de vivre en harmonie avec la nature est un mythe beaucoup trop simplifié. Mais revenons à notre Avatar. Qu'est-ce qu'on constate ? Non seulement Avatar essaie de nous vendre une vieille histoire usée sur les Indiens qui a déjà été montrée dans des centaines de films et de séries. Il s'avère en plus que tout cela n'est qu'un mythe, qui n'existe que dans les fantasmes cinématographiques. Mais alors, quel est, au fond, le principal problème de la suite d'Avatar ? Bien sûr, ce n'est que mon avis. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord et l'écrire dans les commentaires. Mais aujourd'hui, Avatar a cessé d'être un chef-d'œuvre technique tout simplement parce que l'époque a changé. En 2009, le premier film était vraiment une révélation. Il a été une révolution pour sa génération et donnait l'impression d'une histoire complète. Si les deuxième et troisième volets étaient ressortis 1 ou 2 ans plus tard, la conversation aurait été tout à fait différente. Mais Avatar, la voix de l'eau est apparue 13 ans plus tard. 13 ans. Pendant ces années, l'industrie du cinéma a beaucoup évolué, et le public a eu le temps de tout voir, ou presque, si bien que ce qui autrefois impressionnait en soi est devenu habituel. Dans le premier film, derrière le miracle visuel se cachait une histoire assez simple, parfois même naïve. Mais on pouvait facilement lui pardonner, car la forme dominait le fond et l'intrigue était secondaire. Mais lorsque les effets et le concept même ont cessé d'étonner, l'attention s'est inévitablement portée sur l'essentiel, l'histoire. Et c'est là qu'il s'est avéré que nous avions simplement affaire à une continuation idéologique du western révisionniste de la fin du siècle dernier. Un ensemble d'archétypes, de clichés et de mythes familiers n'ayant presque rien à voir avec la réalité. Un joli conte de fées, en quelque sorte, sur des schtroumpfs dans l'espace. Bien sûr, le cinéma moderne fonctionne souvent comme une attraction, et il n'y a rien de mal à cela. Le problème survient lorsque derrière cette attraction, il n'y a rien d'autre que la forme. Et parfois c'est pire, quand à la base se trouvent des idées qui sont depuis longtemps devenues des mythes et des clichés commodes. C'est le genre de film qu'il est agréable de regarder une fois au cinéma, mais ce n'est pas le genre de film dont on débattra du sens des décennies plus tard. En réalité, lorsque je me préparais à analyser Avatar, j'avais beaucoup plus de matière. J'ai dû raccourcir la vidéo.
J'ai supprimé de la critique toute une section consacrée à la question de savoir pourquoi les gens aiment vraiment Avatar. Mais si jamais vous souhaitez voir une telle vidéo, faites-le savoir dans les commentaires et soutenez la vidéo avec un like et un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Et je ferai certainement une suite. Je vous rappelle aussi la vidéo sur « Il était une fois à Hollywood ». C'est toute une série de vidéos et une section entière y est consacrée au western spaghetti. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande vivement.